Alors, bienvenue à la 4e édition du festival Afro-Urbain. Cette année, le thème, c'est Mémoire vivante et nous allons commencer ce panel qui porte sur l'engagement communautaire et l'implication sociale. Alors, ce panel, c'est un peu un regard croisé. On va prendre une approche intergénérationnelle parce que nous avons des panélistes de différentes générations et nous allons aussi avoir une approche historique. Donc, pour commencer, je vais demander à mes panélistes de se présenter et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais d'abord demander à Madame Gerda Amazan de se présenter. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Alors, je suis Gerda Amazan, je suis la directrice générale adjointe de la Maison d'Haïti. J'ai un parcours comme gestionnaire, comme fonctionnaire de l'État, principalement en Haïti. Et après, je me suis engagée dans une cause que je tiens à cœur comme féministe, tout ce qui a trait vraiment à la problématique de genre, à la question de développement des femmes égalitaires dans une société juste. Alors, c'est ça, Gerda Amazan. Très bien. Merci beaucoup, Gerda. On va poursuivre avec mon panéliste qui est à ma gauche, Sven Stelemak. Veux-tu te présenter, s'il te plaît? Merci énormément et encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis un auteur, conférencier et un entrepreneur social. Très bien. Merci. Excellent. Merci. On va poursuivre avec Sly Toussaint qui va se présenter à son tour. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Sly Toussaint. Je suis la fondatrice du Centre Toussaint. Donc, le Centre Toussaint, c'est un centre éducatif et créatif qui permet de vraiment faire la connexion avec la culture haïtienne. Très bien. Merci, Sly. Et mon 4e panéliste, et non le moindre, Sid Merisier. Veux-tu te présenter? Pas de problème. Donc, je suis Sid Merisier. Pas besoin de dire mon âge, mais je parais très jeune. Donc, papa, j'aime toujours dire que je suis papa, surtout avec qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui. C'est important de montrer à mon fils qui a 6 ans les effets de travailler dans la communauté et dans le communautaire. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis influenceur, j'aime pas vraiment le mot, influenceur, blogueur, mais je fais ça. Je travaille aussi avec les jeunes dans un HLM à Hochelaga-Maisonneuve et je coach aussi avec des jeunes. Sans oublier, je prête la photo. Oh là là, mon Dieu. Plusieurs chapeaux, alors. Très bien. Alors, on va commencer l'entrevue. On va aller dans le vif du sujet. Alors, on parle de legs, de transmission des générations passées, ce qu'ils nous ont transmis à nous au cours des années. Pour vous, dans quelle mesure est-ce que les legs des générations passées ont eu un impact sur votre engagement? On va commencer avec ça et puis on peut commencer directement avec Sid. Tiens. Donc, vous voulez dire, qu'est-ce que je pourrais dire par là, c'est très important qu'est-ce que nos parents nous apprennent à la maison, d'accord? Malgré qu'il y a l'école, oui, on apprend beaucoup de choses à l'école. Je dis souvent à mon fils que oui, tu apprends ça à l'école, mais le plus important, c'est qu'est-ce que tes parents t'apprennent à la maison. Et c'est là que ça va le suivre toute sa vie pour le futur. Par exemple, dans l'introduction, j'ai expliqué ça. Je travaille dans un HLM à Hochelaga-Maisonneuve, qui est considéré comme un quartier des plus pauvres à Montréal. Donc souvent, lorsque j'ai des paires de souliers, j'ai des choses que je veux donner aux jeunes, j'apporte mon fils et je lui montre comment c'est important de redonner quand toi, tu peux le faire. Des fois, il a ses jouets, je lui demande, tu joues plus avec ça, on peut le redonner à quelqu'un qui en a besoin. Et ça, c'est parce que mes parents m'ont appris ça quand j'étais jeune. Et mes parents m'ont toujours dit de ne pas regarder qu'est-ce que le voisin faisait, mais c'est qu'est-ce qu'on fait à la maison. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très important de redonner. Et tout ce qu'on apprend, tout ce que nos parents nous ont appris, nos bagages en Haïti, qui nous émettent ici. Parce que souvent, on a tendance à dire que, en Haïti, on faisait ci, en Haïti, on faisait ça. Mais il y a beaucoup de choses qui faisaient en Haïti qu'on ne fait pas ici. C'est très, très, très important. C'est comme par exemple, ça a l'air bête. Dernièrement, j'ai reçu le bulletin de mon fils. Puis je regardais la moyenne du groupe et sa moyenne. Puis là, j'expliquais comme, oui, tu as une bonne note, mais tu dois aller au-delà de la moyenne, parce que tu dois te surpasser. Mais pour d'autres personnes, c'est non, il est jeune, s'il passe, c'est bon. Mais pour moi, mes parents m'ont toujours appris que tu dois te surpasser, donc je veux qu'il commence à se surpasser dès maintenant, malgré son jeune âge. C'est très, très bien dit. Excellent. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre après ce qu'il vient de dire, Sid? Oui, allez. Vas-y. Donc, je me lance. Donc, au fond, moi, j'aimerais tout d'abord saluer le travail de toutes les personnes qui ont travaillé dans le communautaire avant moi, avant nous, ici. Donc, je trouve ça
fantastique, magnifique. Mes parents, eux-mêmes immigrants, ils ont bénéficié de énormément de services que la communauté avait à offrir aux générations passées dans les années précédentes. Et ça, c'est quelque chose qui les a beaucoup aidés à s'intégrer ici dans la communauté québécoise et à bâtir une vie pour eux, être capables de nous offrir à nous, les enfants, le meilleur de ce qu'il y avait à offrir. Et moi, c'est définitivement sur ce travail-là que je continue à construire. Donc, c'est ça un peu l'impact que ces générations-là précédentes ont eu sur moi, parce que je trouve que souvent, on essaie tellement de donner les choses qu'on n'a pas eues, qu'on oublie de donner les choses qu'on a effectivement eues. Donc, moi, de mon côté, mes parents étaient vraiment concentrés sur nous offrir le meilleur. Ils étaient très concentrés, va à l'école, étudie, prends un diplôme, habille-toi bien, présente-toi bien, apprends à bien parler le français, etc. Donc, à ce niveau-là, on a un petit peu délaissé la culture d'origine. Donc, tout ce qui était afro-descendant, tout ce qui était haïtien notamment, ça avait été un peu délaissé. Donc, il m'a fallu moi-même faire une éducation qui était plus personnelle pour que je puisse aller chercher ça, pour aller retrouver mon identité source à la base. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'a inspirée par la suite à bâtir le centre. Super. Très, très bien. Si je peux aussi, moi, je pense que ça tous commence à la maison. Pour moi, c'était la fierté nationale. Ma mère a vraiment inculqué ça en moi parce que malgré tous les gens autour de nous, c'était celle qui était un entrepreneur qui avait cette vision de bâtir son entreprise en Haïti et toujours retourner en Haïti. Donc, même avant, après Aristide, les années de Préval, qui étaient un peu plus, il y avait beaucoup plus de paix. Et même après ça, ma mère avait un amour qui n'était pas à vendre, tu vois, pour Haïti. Et c'est ça qui m'a... Mais pourquoi tu aimes le pays comme ça? Pour aller plus loin. Et pour créer ma propre amour et mon propre roman avec Haïti. Et puis ça, c'est vrai, parce que je t'entendais parler dans le couloir, tu sais, avant qu'on arrive. Et justement, la conversation que vous aviez, c'était « il faut qu'on retourne, c'est tellement beau. » La Caille, je pense. On venait des Cailles. Caille, voilà. On venait tous les trois des Cailles. Madame, je ne suis pas désolée. Et comment vous en parliez? Mais c'était tellement avec beaucoup de fierté. Je sentais la fierté, puis la volonté de retourner aussi régulièrement. Et c'était très beau à entendre. Gerda, ou peut-être si tu voulais rebondir. Désolé, je voulais ajouter quelque chose à ce que vous aviez dit tantôt, c'est que au début aussi, en tant que premier papa, je donnais à mon fils tout ce que j'avais pas avant, mais c'est peut-être pas la bonne chose. Il faut, oui, tu peux lui donner des trucs, mais il faut lui aussi lui faire comprendre, qu'est-ce que je voulais dire, lui apprendre tout ce que tu savais pas avant, pas juste lui donner toutes les connaissances qu'on n'avait pas avant, il faut lui donner tout de suite, parce que donner, il devient gâté. Et oui, des fois, je gâte mon fils, désolé. Mais par contre, le plus important, c'est donner toutes les connaissances qu'on n'avait pas avant. Désolé, je voulais pas couper votre parole. On est dans une conversation. C'est inspirant. Mon engagement, moi, je dirais pas uniquement du côté familial. C'était mon quartier, ma communauté. Moi, j'ai grandi dans un quartier en Haïti qui s'appelle Communauté Sainte-Marie. Ça veut dire, quand vous avez entendu Marie, ça veut dire que c'était un quartier où justement il y avait des religieux. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir un parcours en Haïti et d'être ici au Québec. C'est toute une richesse d'apprentissage. Et dans mon quartier, j'ai grandi avec le sentiment de servir. Pas se servir, servir les autres. On était une famille, c'était comme une lacou. Quand on parle de lacou en Haïti, c'était comme le voisinage est devenu le lieu justement de famille pour soi-même. Et à partir de ça, moi j'ai eu un parcours professionnel qui m'a permis aussi de travailler avec des ONG en Haïti, au ministère de Planification et Coopération externe, où j'étais sur le terrain, de bâtir des programmes, d'évaluer des programmes. Ensuite, un parcours au ministère de la Condition féminine. Et à l'époque, c'était la première fois que l'État allait avoir une instance politique
pour défendre la cause des femmes. Alors, il fallait justement avoir ce sentiment d'être au service d'une population, même pour soi-même aussi, parce qu'en tant que femme, je fais partie justement d'une catégorie qui est exclue, discriminée, etc. Mais il fallait aller au-delà de ça parce que il y a le niveau justement de l'approche intersectionnelle, parce que de toute façon, quand on est quand même dans un niveau professionnel, on est un petit peu privilégié, mais aller d'une façon transversale pour répondre justement à ces besoins de ces femmes. Et j'ai eu la chance, au fur et à mesure, d'être dans des conférences internationales, de travailler justement sur des procédures transversales pour pouvoir amener l'État à reconnaître. J'étais toujours au service des citoyens, des citoyennes. Et quand je suis arrivée ici, justement, il y avait, presque 15 ans, 17 ans, mais je laissais le ministère de la Condition féminine où j'étais membre de cabinet Adeline Magouache-Chancy, qui est l'une des membres fondatrices de la Maison d'Haïti. Et là, elle me disait, Gerda, j'en suis sûre que la Maison d'Haïti, ça va être le lieu pour toi pour pouvoir t'intégrer. Et tout de suite, j'ai rencontré Marjorie Villefranche, qui est actuellement notre directrice générale. On commençait à écrire des documents pour le ministère parce que j'avais cette nostalgie d'être au service des autres. Et là, on a intégré un petit comité qui s'appelle, on a cofondé un comité qui s'appelle 3 avril pour, en mémoire des femmes qui sont victimes du séisme en Haïti, justement, notre séisme que vous connaissez. Et puis, de temps en temps, qu'on parle de ça, il y a encore de l'émotion. Et c'est là que j'ai découvert la Maison d'Haïti. Je venais, etc. Et j'ai commencé comme coordonnatrice dossier femmes il y a 7 ans, où justement je travaillais sur 8 et 10 programmes exclusivement pour les femmes. J'étais encore au service de la population. Et il va y avoir 2 ans et demi de ça, je suis devenue la directrice générale adjointe de la Maison d'Haïti avec ce chapeau de portée. Fait que en termes d'engagement social, engagement pour ma communauté, j'étais toujours là-dedans et je prends plaisir, malgré ce charge de travail, je suis toujours là à épauler parce que pour moi, je pense qu'on est devenu un citoyen dans son milieu quand on peut mettre au moins une goutte pour pouvoir continuer à faire émerger de l'eau pour tout le monde. Voilà. Très bien dit. Très bien dit, exact. Waouh, super. Écoutez, vous êtes tous aussi inspirants les uns que les autres. J'avais regardé vos bios un tout petit peu, mais là, vous entendre parler, c'est encore plus touchant. La deuxième question que j'ai pour vous, comment voyez-vous l'évolution de l'engagement communautaire et de l'implication sociale au sein des communautés afrodescendantes? Comment vous voyez cette évolution-là? Et là, peu importe, vous pouvez prendre le micro dès que vous êtes prêt. Si je peux, j'aurais dit 2 choses doivent se faire. La première des choses, je trouve qu'il faut qu'on enlève des barrières linguistiques, des barrières nationales. Et quand je dis nationales, je veux dire on a des Haïtiens, on a des Jamaïcains ici, on a plusieurs différents afro-descendants qui se retrouvent à Montréal et partout au Québec. Première chose, pour avoir beaucoup plus d'impact dans les communautés afro-descendantes, il faut travailler plus ensemble. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on a besoin de vraiment travailler j'essaie de trouver le mot. When you pass it on, la relève. La relève. Il faut vraiment travailler la relève et beaucoup plus de mentorat. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Chaque personne dans une communauté afrodescendante, quoi que ce soit, doit avoir le temps de au moins mentorer des jeunes, commencer à formuler nos futurs. Si on ne fait pas ça, si un leader n'est pas en train de préparer d'autres leaders, tu as déjà foiré. Et nos communautés, comme ça. C'est très vrai, parce qu'on parlait des legs passés, mais nous aussi, qu'est-ce qu'on va transmettre, hein? Tu parlais de ton fils, certains d'entre nous avons des enfants, mais ça aussi, il faut qu'on pense à la relève, exactement. Puis qu'est-ce qu'il dit, c'est super bon, puis j'aime bien qu'est-ce que tu as dit, Steven, c'est que, par exemple, j'ai été coach de basketball pendant 13 ans,
aussi dans un YMCA à Hochelaga. Puis on apprenait à nos joueurs que oui, on veut gagner, bien sûr, mais que la manière de gagner. Donc, c'est important que tu ailles à l'école. C'est important que tu aies des bonnes notes. C'est important que tu sois à l'heure. On lui disait, si tu n'es pas à l'heure, malgré que tu es le meilleur joueur, tu ne vas pas jouer le match. Et quand on leur apprenait ça, on leur disait, qu'est-ce qu'on vous apprend maintenant? C'est pour plus tard. Parce que plus tard, c'est important que tu arrives à l'heure au travail. C'est important que tu sois à l'heure. C'est important que quand tu dis oui, tu respectes ta parole. Donc, par rapport à ce que tu disais, et nous, comme on coachait, il n'y avait pas d'affaires, les Noirs, les ci, les ça, les Jamaïcains. Tout le monde était une équipe. Puis ça, je trouve que quand on a un entraîneur, avec tout ce qui se passe maintenant dans les journaux avec les entraîneurs, c'est important de montrer l'exemple. Et quand tu es, on a la force, disons, comme pour eux, l'entraîneur est la personne responsable. Et pour d'autres personnes, par exemple, j'avais des joueurs que je ne savais pas qu'ils n'avaient pas de parents qui venaient d'arriver ici. Je ne savais pas qu'ils étaient dans des familles d'accueil ou des trucs comme ça. Puis pour eux, on était comme leurs parents en tant qu'entraîneurs. J'entraînais avec Darrell, Joseph et Ansley Ligondé. Et pour eux, on était comme les gens qui représentaient le paternel parce que des fois, ils étaient dans des familles que c'était d'autres personnes, c'est-à-dire c'était des personnes blanches, ils n'étaient pas noirs. Donc, eux, ils nous voyaient comme « Wow, vous êtes comme moi ». Donc, c'est important de montrer l'exemple. C'est dans tout dans la vie. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans mes réseaux sociaux, c'est rare que je prends des photos avec de l'alcool ou des trucs comme ça parce que c'est qu'il y a des jeunes qui me regardent ou des anciens joueurs qui me regardent. Donc, j'essaie toujours de montrer l'exemple. Donc, par rapport à ce que tu disais, c'est que oui, on doit passer le torche, mais ça commence dès maintenant et ça commence dès que vous avez les plus jeunes avec vous. 100%. Amen. Oh my J'aimerais God. vraiment rebondir là-dessus parce que ce que Steven a dit, c'était tellement important. L'importance d'avoir des mentors, l'importance d'avoir des modèles, ça, c'est quelque chose que souvent on oublie. Encore une fois, dans l'éducation, quand on parle de donner qu'est-ce qu'on a, des fois, on sait beaucoup qu'est-ce qu'on veut pas, mais des fois, c'est difficile de trouver exactement ce qu'on veut. Donc, ça, c'est quelque chose qui a souvent tendance, en fait, à décourager des jeunes. Donc, on n'est pas capable de se projeter vers l'avant. On n'est pas capable d'avoir une idée claire de qu'est-ce qu'on veut accomplir. Alors que quand on est en mesure, quand on a la possibilité, quand on a l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont en plein dans qu'est-ce qu'on veut faire ou qui c'est similaire, on est capable de leur demander, en fait, comment est-ce que tu as fait? Quels sont les obstacles que tu as rencontrés? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Et comme ça, on est capable de reproduire. Parce que l'être humain, c'est comme ça. On ne fait que modéliser. On ne fait que répéter ce qu'on a vu faire. Donc, des fois, malgré nous, il y a parfois des mauvaises habitudes qu'on a, qu'on veut s'en défaire, mais c'est ce qu'on a vu. Donc, d'où l'importance de exposer la jeunesse, la nouvelle génération, à que des bonnes choses, à leur montrer comment éviter de tomber où ce que nous, on est tombés pour qu'eux, ils aillent plus loin. Good. Ça vient renchérir un peu ce que les autres ont dit. Super slide. Mais ce qui est intéressant avec des panélistes comme vous, il faut juste dire « et », parce que je suis déjà d'accord avec tout « et ». Et je pense qu'il faut être très revendicatif. Parce que prendre sa place dans une société, c'est pas un cadeau. Il faut qu'on s'affirme. Il faudrait que justement qu'on brise justement les plafonds de glace. Parce qu'il y a des enjeux qui sont très systémiques. Je sais on a peur de ces mots-là. Nous pas peur. Nous pas paix. C'est pas jamais peur. Mais il faut le dire. Parce que pourquoi maintenant on parle de nous? Hein? Pourquoi on parle de nous maintenant en 2022? Parce que justement, on essaie de faire une révolution, on s'affirme en tant que groupe social et on est présent. Alors, je pense que politiquement, il faut qu'on continue vraiment à s'affirmer, à prendre notre place dans la société. Ensuite, moi, je pense en tant que communauté, il faut qu'on commence à vraiment travailler sur ce qu'on appelle la création de richesse. Parce que quand on a les moyens économiques, on est capable justement de briser autres barrières. C'est-à-dire que d'une part, de faciliter les entrepreneurs, de faciliter les gens qui veulent investir, de faciliter les gens, les créateurs, l'innovation dans notre communauté. C'est une richesse. Moi, je ne veux pas donner mon âge, mais quand vous voyez, j'ai des cheveux blancs, mais quand je regarde la nouvelle génération, je suis tellement contente parce que je suis entre les deux.
de voir cette créativité, cette reconnaissance des femmes noires maintenant qui laissent leurs cheveux au naturel comme moi, c'est extraordinaire. C'est toute une révolution. Il faut encourager ça et d'être capable justement de regarder l'autre en face pour dire que oui, c'est la discrimination, oui, c'est justement du profilage racial, de s'imposer parce que nous sommes l'autre moitié aussi du développement de cette société. That's true. That's true. Et maintenant, on a les mots pour ça. Hein. Avant, on n'avait peut-être pas tous les outils. Hein, microagression, par exemple, on ne savait pas trop ce que c'était, mais je trouve que maintenant, on est mieux équipé pour justement contrer tout ça. Très bien. Alors, je vois qu'un point en commun que vous avez tous, vous avez une petite fibre artistique. Hein. Un peu tout le monde, là, que j'ai vu, et c'est mon cas aussi. Quelle devrait être la place ou le rôle de l'art dans l'engagement communautaire, selon vous? Vous êtes libre de commencer. Pour moi, je ne veux pas faire de désordre, mais pendant que tu parlais, j'étais juste en train de penser à ton nom. Et tu sais qu'est-ce que j'ai eu avec ton nom? Oui. Gerda Amazon. Oui. Guerrier Amazon. Wow! Ça, c'est un J'aime artiste. bien ça. Ça, c'est un artiste. Hein? Yeah. Et on est relié à les Amazones de Bénin, Ouais. d'Armée. Donc, I don't know, mais pendant que tu parlais, j'étais juste comme, wow, tu parles vraiment comme une guerrier, tu vois? Tu Je portes l'assume. vraiment ton Merci. nom. Oui. But la réponse à la question, j'aurais dit, en tant qu'artiste, on a la responsabilité de communiquer la vérité. Communiquer la vérité par nos talents pour pouvoir s'enrichir l'audience. Et l'audience peut être notre peuple, ça peut être le monde, ça peut être, you know, c'est ça, de transporter la vérité dans une façon différente. Yeah. Ça, c'est beau, ça. Tout à l'heure, on parlait d'art, de tableau, hein, tout à l'heure, puis on disait comment chaque tableau, on l'interprète à notre façon. Hein. Chacun voit ce qu'il veut voir. Et oui. Oups, pardon, merci. Donc on parlait de tableau tout à l'heure et on parlait de le pouvoir de l'art aussi. Hein. L'art peut changer, puis on y voit ce qu'on veut voir. Mais quand tu parles de vérité, ça aussi c'est beau. Hein. L'art doit nous obliger ou nous pousser à dire la vérité. Et ça, c'est très bien dit. Sid, je pense que tu es prêt, toi. Prêt, oui, disons, parce que dernièrement, j'écoutais une autre émission, mais bref, c'est un podcast qui s'appelle Rap Politique, puis il y avait un artiste qui s'appelle Tizo. Puis Tizo expliquait que il vit maintenant de la musique. Par contre, qu'est-ce qu'il faisait dans le passé? Je dis pas que j'approuve pas, c'est son passé. Il ferait plus d'argent. Mais il a décidé que non, maintenant, c'est l'art, c'est la musique qu'il veut faire. Et je trouve que ça, c'est un bon exemple pour les jeunes, que si tu fais la musique, par exemple, si c'est ça ton art, que tu peux te rendre loin dans la vie en faisant ça. D'accord? Donc, je trouve que c'est très important. Puis souvent, tu sais, les parents haïtiens, on a tous des parents haïtiens, ils disent que dans la vie, tu peux être professeur, tu peux être médecin, tu peux être ci, mais il y a d'autres choses. Tu peux être un comédien, tu peux être un humoriste, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis je trouve que c'est important, notre génération présentement, désolé, mais notre génération présentement, on a tous le même âge ici. Notre génération présentement, que oui, on pousse nos enfants à aller à l'école, mais ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent à la fin de la journée. Parce que s'ils veulent vraiment faire quelque chose, si tu veux devenir écrivain, tu peux faire de l'argent aussi. Puis il n'y a pas juste l'argent qui compte dans la vie, il y a aussi tes valeurs. D'accord? Puis qu'est-ce que tu vas écrire dans ton bouquin peut influencer quelqu'un d'autre à faire quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que c'est important l'art. Absolument. C'est exactement là que je voulais aller. Donc, Wow. merci beaucoup. Perfect. De rien, de rien. Merci beaucoup d'avoir ouvert la porte. Merci beaucoup. Donc, j'adore ça. L'art, pour moi, c'est extrêmement important. Je pense qu'on peut... en fait, dans notre génération, on a cette bénédiction-là, justement, de pouvoir voir des gens de notre communauté qui ont beaucoup de réussite avec l'art. Donc, je pense qu'encore, il s'agit de transmettre ce comment, parce que c'est pas facile. C'est absolument pas facile. C'est pas pour rien que nos parents veulent qu'on devienne médecin, avocat, docteur. C'est parce qu'il y a un chemin déjà tracé. Donc, il y a quand même des étapes qui ont déjà été établies pour avoir du succès là-dedans. Tandis que quand on parle de métier artistique, le chemin est beaucoup moins tracé. Donc, il est beaucoup plus difficile à marcher.
Donc là, s'il y a certaines personnes de notre communauté, encore une fois, qui ont du succès et qui sont capables de l'enseigner à d'autres, ça va permettre à chaque individu de pouvoir marcher dans sa lumière. Souvent, on fait notre art sur le côté, dans notre sous-sol, dans l'ombre, parce qu'en fait, on n'est pas nous-mêmes conscients de sa force. On n'est pas nous-mêmes conscients de sa portée. On n'est pas nous-mêmes conscients non plus de son potentiel financier. Donc, tout ça, ce sont des choses que c'est tellement important de partager, puis de voir, puis de véhiculer, parce que, encore une fois, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui auraient été sauvées par ce genre de message-là. Donc, c'est avoir ces messages-là et les diffuser de façon à ce que ça rejoigne beaucoup de gens. Et deuxième point par rapport à ce que je voulais dire, c'est que je trouve aussi que l'art, c'est quelque chose de tellement grand, c'est tellement vaste. Souvent, quand on pense à art, on pense à l'écriture, la danse, la peinture. Mais l'art, c'est tout ce qui est créativité. Des fois, il y a des choses là que c'est un art, par exemple, de venir et d'animer, comme tu le fais. Tout à fait. C'est un art aussi. Donc, c'est peut-être aussi voir l'art de façon plus large, puis de voir comment aussi, peut-être, on peut venir faire partie des équipes soutenir. Parce que des fois, par exemple, on parle de musique beaucoup, donc on pense souvent à l'artiste, par exemple, qui chante, qui est le point central. Mais il y a souvent une grosse équipe derrière tout ça qui n'est pas mis dans le spotlight, mais qui est tout aussi essentiel et important, et que sans qui cet artiste-là n'existerait pas. Donc maintenant, quels sont les métiers ou les endroits artistiques qui viennent supporter quels sont les métiers ou quels sont les postes qui viennent supporter ce métier artistique-là? Donc, par exemple, encore une fois, si on parle de sport, par exemple, les jeunes pensent beaucoup que, ah bon, je dois être le joueur de basket, je dois être LeBron James. Pourtant, le coach de LeBron James, c'est qui? Son agent, c'est qui? Son styliste, c'est qui? C'est qui s'occupe de ses souliers? C'est qui s'occupe de sa remise en forme? C'est qui dans l'arena, dans l'aréna de sport, qui s'occupe de la lumière, qui s'occupe de la pyrotechnique, etc. Donc, on peut quand même être dans le métier du sport sans être un athlète. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas. Donc, moi, je pense que ce serait vraiment ça. Puis, il faut sortir de l'ombre tous ces métiers-là qu'on ne voit pas, les mettre, tu sais, à la lumière pour que les jeunes disent, OK, j'aimerais faire ça aussi, et ne pas les garder cachés et sous-valorisés. Hein. Artiste, c'est pas prestigieux, c'est pas... Très bien. Merci, Sly. Gerda? Mais en écoutant justement la question, je reviens au thème du festival Mémoire vivante et automatiquement, je retourne dans la genèse de la Maison d'Haïti. Pour les gens qui ne connaissent pas la Maison d'Haïti, on va avoir 50 ans, certes, mais également, c'est une institution dès le début qui se réclame comme une institution d'expression, de communication et d'éducation, d'apprentissage, et tout se passait par la transmission du savoir. Et il y avait toujours l'art, quand je regarde historiquement, il y avait toujours l'art à la Maison d'Haïti. Il n'y a pas longtemps, on travaillait sur des dossiers d'archives. Et je regardais justement un conte en Haïti qui s'appelle Tipiers Orange, Tézin, etc. Que d'ailleurs, je pense que dans le festival, et c'est déjà une bonne thématique que vous allez découvrir si c'est pas déjà fait. Alors, juste pour vous dire que ces gens-là, ces jeunes en 1972 qui spontanément, qui voulaient accueillir des nouveaux arrivants, ces jeunes qui sont arrivés avec leurs parents pour fuir la dictature des Duvalier, qui ont eu à cœur d'intégrer justement la communauté haïtienne ici, mais en même temps d'avoir le regard en Haïti, continuer à véhiculer l'art. Et la Maison d'Haïti est devenue héritière justement de cette façon de faire. C'est pourquoi quand vous venez dans notre bâtisse, on dirait qu'on est justement dans un musée. Et ici à la Maison d'Haïti, nous sommes au Centre des Arts qui a justement le chapeau de porter ce segment d'art, mais également cette approche transversale à travers tous les programmes et projets. À la Maison d'Haïti, il y a toujours le côté de l'art, que ce soit dans l'écriture, la danse,
danse, la musique, notre façon de s'exprimer, il y a toujours là. Moi, je pense que c'est une façon aussi d'aller chercher ses racines, d'aller chercher qui nous sommes, de ne pas oublier notre passé et en même temps de faire revivre la mémoire comme justement la mémoire vivante de cette année. Très, très bien dit. Je peux dire quelque chose? Oui, J'aimerais bien vous sûr. remercier pour la visite qu'on a faite tantôt. C'était vraiment comme un musée. Et j'allais aussi dire qu'on a même un écrivain qui a un bouquin, Steven Télémaque. Donc, Tu si vous voulez as lu encourager dans ma les gens, tête. si Tu as vous voulez lu dans encourager ma les tête. gens, regardez, on a un écrivain là. Absolument. Merci, Very bro. good. Merci. Ça, c'est très bien. C'est un bon segue, une bonne transition. On a terminé les questions qu'on voulait couvrir, mais avant de partir, je voulais que chacun, si vous avez des messages à partager, si vous voulez dire quelque chose à la caméra, à notre public, c'est le moment. Et je vais commencer avec toi, Sven. Tu as un livre sur toi dont tu parles depuis que tu es arrivé au centre ce matin. Alors, je veux que tu me parles de ce livre et aussi du livre que tu es en train d'écrire. OK. Ce livre-là s'appelle Black Majesty by John Vanderbroek. Ce livre date de 1928. Et ce livre est dédié à Henri Christophe. Et ce livre parle de la dernière roi noire, ou la dernière roi noire d'Haïti, qui est Henri Christophe. J'étais en train d'expliquer à Sid, à sa mère, c'est un télémaque. Je suis un télémaque. On vient de l'Écaille. Et comment le monde est tellement petit. J'étais en train de lui dire comment j'ai tombé en amour avec ce livre parce que j'étais curieux et quelque chose qui est vraiment important à exprimer lorsque je réponds à cette question, c'est moi, je viens des États-Unis. J'étais né ici, à Montréal. J'ai vécu à Miami. Ma mère était une entrepreneur dans un quartier qui s'appelle Little Haiti, vraiment proche à Saint-Michel ou à Montréal-Nord. Donc, lorsque je vois ma mère en tant qu'entrepreneur parmi tous ces Haïtiens-là et une communauté vraiment riche, j'ai eu la fierté. Mais lorsque j'ai été à l'école, j'ai pas eu cette fierté parce que d'être Haïtien était comme une honte. Parce que dans les télés, tu vois des Haïtiens qui viennent par bateau. Tu vois des Haïtiens qui font tout pour pouvoir aller aux États-Unis. Donc, on avait même besoin de se battre à l'école. Donc, j'avais cette image de Haïti comme pauvre, comme un honte, tu vois. Et en 2007-2008, lorsque j'ai décidé de venir ici à Montréal, j'ai redécouvert Haïti. Et ça, c'est un des premiers livres qui m'a tellement touché de voir à quel point les gens avaient une fierté nationale après de même mourir pour garder cette fierté. Et lorsque j'ai vu le travail de Henri Christophe qui a créé la forteresse la plus grande et la plus merveilleuse dans toutes les Amériques, tu vois, il n'y a pas une autre place comme ça. Je me suis dit, c'était pas un homme qui a pensé à lui. C'était pas un homme qui avait en tête, je suis le roi, je veux faire mon argent, je reste. De voir que c'est un homme, désolé, je sais que je suis en train d'aller plusieurs places, c'est un homme qui était tellement en amour avec son peuple que la première personne pour bouler sa maison lorsque les Français venaient, c'était lui. Tu vois? Pour s'assurer que les Français, lorsqu'ils venaient en Haïti, ils n'ont pas trouvé rien. Ils ne vont pas profiter de rien. Tu vois? Donc, ce livre-là, j'ai même trouvé mon nom Télémaque dans le livre. Donc, tes ancêtres, alors? Tes ancêtres? Peut-être. J'aime pas le Télémaque que je vois ici, mais quand même. Mais quand même, c'est que en tant que Haïtien, en tant que Noir, surtout Noir, en tant que quoi que ce soit que tu es, il faut que tu connais ton histoire. Parce que si tu ne connais pas ton histoire, tu ne vas jamais vraiment comprendre ta valeur. Et moi, en tant que Noir haïtien, je suis la réponse à la colonisation. Je suis la réponse. Haïti, c'est la réponse de l'Afrique à la colonisation. Tu vois, et pour répondre à la question par rapport à le livre, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Crayon crasé, toujours écrit » ou même brisé, les crayons peuvent toujours colorier. Broken crayons still color.
Et c'est un livre qui parle de mon vécu parce que j'étais en prison à plusieurs reprises. J'ai changé ma vie pour pouvoir se donner dans la communauté comme tous ces palénistes-là. Tu vois, et c'est ça, de faire l'audience comprendre que on est tous conditionnés par notre environnement. La réponse de ça, c'est notre ego. Comment défaire de cet ego? Comment guérir? Et comment trouver la chose la plus importante? C'est la raison d'être. Et je trouve que Katie Antoine, Garda Amazon, la Maison d'Haïti, le Festival Afro-Urbain, ça nous regroupe pour qu'on puisse voir à quel point il faut s'investir dans notre communauté, enrichir où on met nos pieds avec notre art, avec notre essence, avec nous, et de s'intégrer nos forces ensemble pour pouvoir faire beaucoup plus. Wow, ça c'est... C'est la conclusion. Just preached. Il a prêché, là, il vient de nous prêcher dessus. Magnifique, merci Svens. Est-ce que quelqu'un veut continuer avec un mot de la fin, une réflexion, parler de ton centre? Vas-y. 100%, je vais y aller. Donc, moi, je suis 100% du même avis que toutes les personnes qui sont ici pour dire que ça part beaucoup du soi, ça part beaucoup de l'empowerment. C'est le mot que je n'arrive jamais à dire en français, mais je trouve qu'en anglais, il est tellement puissant. L'autonomisation. L'autonomisation. J'aime beaucoup le mot power, de empowerment, c'est pour ça. Donc, ça passe beaucoup par nous, ça passe beaucoup par soi. Donc, au Centre Toussaint, on a pas mal de cours. On a des cours de créole haïtien, d'histoire d'Haïti, de danse haïtienne, de cuisine haïtienne. Puis, on fait tout un tas d'ateliers aussi qui permettent de vraiment connecter avec la culture haïtienne. Donc, on parlait précédemment d'avoir ça dans les métiers, mais on parlait d'art aussi. Donc, simplement venir et s'exprimer au travers de la culture. Moi, je pense sincèrement qu'une fois que tu te connais, tu sais qui tu es, tu connais ton passé, tu peux vraiment t'accomplir dans le présent. La manière dont tu marches, le sol tremble différemment sous tes pas quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu vaux. Pour moi, c'est crucial. Donc, j'invite toutes les personnes à venir à faire le travail qu'il faut sur soi pour ensuite être capable de mieux redonner à la communauté, pour être capable, en fait, que tout le monde plante des petites graines qui deviennent des arbres solides plus tard. Amen. Ça, c'est très bien dit. Et souvent, on dit quand on sait d'où on vient, on sait où est-ce qu'on va. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais ça résume un peu ce que tu viens de nous dire. Allez-y, Gerda. Mais je m'adresse principalement à la relève, comme tu disais tantôt. Quand on faisait le brainstorming de cette année sur le 50e de la Maison d'Haïti, Marjorie avait sorti une phrase en disant que chacun a pu monter sur l'épaule de l'autre. Je trouve ça super intéressant et en écoutant justement la question, j'ai dit, mais c'est ça, je suis montée sur l'épaule de l'autre. Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont sur mes épaules et j'aurais aimé que la génération future ait justement ce courage de supporter les autres sur leurs épaules. Alors, comme justement ma sensibilité et mon approche, c'est dans l'intelligence collective, j'y crois beaucoup. Alors aujourd'hui, la jeunesse de ma communauté, je vous demande d'avoir des épaules très larges pour supporter justement cette cause. Parce que cette cause, c'est une bataille. Parce que c'est ça, hein, quand on parle de discrimination, racisme, tout ce qu'on veut, c'est une bataille. Continuez à élargir vos épaules. Continuez à être le leader rassembleur. Je suis un leader rassembleur. C'est là que je veux aller. Et pour être un leader rassembleur, c'est de s'oublier, d'avancer, de reculer, de comprendre, mais d'arriver à bon port. Alors, bon 50e, bon festival. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi. Merci, Gerda. Le mot de la fin, c'est pour Sid. C'est pas comment conclure avec tout ce que les belles choses que vous venez de dire. Donc, je dis à tout le monde, encouragez le festival. C'est super important. Un beau travail à Kitty. Et puis, n'oubliez pas que la jeunesse, c'est le futur.
Merci. Amen, amen. Ben, merci à vous quatre. Vous êtes des mémoires vivantes, mais très inspirantes. Vraiment, j'ai appris à vous connaître en préparant pour ce panel. Merci à Kitty Antoine de m'avoir mis dans ce projet-là. C'était un honneur. Alors, pour le Festival Afro-Urbain, 4e édition cette année, merci d'avoir été là pour écouter notre panel sur l'engagement communautaire et l'implication sociale dans les communautés afro-descendantes. Cette année, on parle de mémoire vivante. On espère que vous serez aussi nombreux à nous suivre et longue vie à ce festival. Merci beaucoup. Et merci à toi aussi. Oh, thank you. C'était un honneur, c'était un privilège. Est-ce que tu vas leur dire ton nom au complet? Mais c'est vrai, oh mon Dieu, je ne me suis même pas présentée. Pardon. Alors, moi, c'est Sandra Gassana. Je suis artiste rwandaise. Je viens du Rwanda, chanteuse et maintenant animatrice depuis quelque peu. Voilà, merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Le message